je suis Abdelhak Basso, je suis senior fellow, c'est-à-dire chercheur externe à l'OCP Policy Center. Oui, le Maroc est très peu touché si nous parlons en termes de chiffres. C'est-à-dire que les événements terroristes au Maroc, c'est à peu près, ça se résume à Atlas Asni en 1994, à Casablanca donc en 2003, donc Casablanca avec les frères Maha en 2017 et puis à 2011. Ça si on s'arrête aux chiffres. Mais maintenant, c'est-à-dire la lutte du Maroc contre le terrorisme date justement de 1994. Ce que nous pouvons remarquer par exemple, c'est que les cadres qui sont aujourd'hui en charge de la sécurité et de cette lutte antiterroriste sont des cadres qui ont rejoint les rangs de la Sûreté nationale dans les années 90. Donc, après Asni, 1994, après le premier attentat au Maroc, et qui donc est une génération qui a évolué dans la Sûreté nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste. Parce que les générations d'avant 1994 sont des générations qui n'ont pas connu d'actes terroristes et donc qui étaient un peu loin de la lutte contre cette mouvance. Donc l'une des chances, c'est que ceux qui sont aujourd'hui en charge de la Sûreté nationale sont des gens qui ont évolué au sein d'un programme, au sein d'une évolution de la lutte antiterroriste. Si vous prenez ces cadres-là, ils sont rejoints la Sûreté nationale dans les années 90. Et donc c'est des gens qui ont vécu depuis 1994, donc depuis que le Maroc a connu son premier attentat antiterroriste. Si on peut parler de succès, de toute façon ce n'est pas nous qui parlons de ce succès, ça a été reconnu par la communauté internationale, c'est que c'est un programme intégré, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas uniquement le côté sécuritaire, un côté qui est nécessaire dans cette lutte, mais que le programme marocain touche le côté religieux avec ce que nous avons appelé la restructuration du champ religieux. Il touche le socio-économique avec ce qui est appelé au Maroc l'initiative nationale de développement humain. Il y a également aujourd'hui des programmes de réhabilitation, c'est-à-dire tout ce qui est en train de se faire à l'intérieur des prisons, des contrats de formation avec certaines sociétés pour préparer ces gens lorsqu'ils auraient purgé leur peine à pouvoir se réintégrer dans la société en pouvant trouver un travail, même un travail, c'est-à-dire de lutte contre la doctrine elle-même. Donc certains oulémas discutent avec ces gens dans les prisons et puis ils sont en train d'essayer ce qu'on appelle déradicaliser, même si le mot n'existe pas en français. Il y a un travail qui, à mon avis, est un effort très louable qui a été fait par la Rabita des Oulémas et qui a donné naissance à ce qu'on appelle les 7 cahiers. Ces 7 cahiers sont le fruit d'un travail qui a été fait sur le discours djihadiste et donc on a pu relever quels sont les piliers de ce discours djihadiste, quelles sont ses ambitions, quels sont ses objectifs et ses rêves. Et ces 7 cahiers expliquent que tout musulman peut avoir ses rêves, peut avoir ses ambitions, mais la manière de les atteindre ou la manière d'y arriver est une manière qui peut se faire beaucoup plus aisément d'une manière non violente et en comprenant bien le vrai, je ne dis pas le vrai islam, mais c'est-à-dire l'islam originel, et non pas grâce à des interprétations qui vont un peu plus jeter les gens dans les bras de personnes radicalistes, extrémistes, de gens qui ne voient que la violence. Oui, le retour est une menace. Nous avons déjà des leçons à tirer
de l'expérience que le monde a connue dans les années 80 et 90, lorsque la guerre d'Afghanistan était terminée et lorsque cette armée de Moudjahidines, qu'on appelait les Afghans arabes, sont retournés chez eux. Et quand ils sont retournés chez eux, ils ont soit institué d'autres groupes, à l'exemple des GIA, par exemple en Algérie, à l'exemple du GICM, du groupe islamiste combattant marocain, du GICL, le groupe islamiste combattant libyen. Donc ce retour a causé beaucoup de dégâts, le retour de ces Afghans arabes. C'est donc une leçon à retenir en ce qui concerne les actuels combattants de Daesh. Daesh est... Bon, on est en train de dire qu'il a subi une défaite. Oui, une défaite territoriale, il l'a subie, mais il reste les conséquences. Et parmi les conséquences, c'est ce retour de ces combattants étrangers. Ce sont des gens qui vont revenir avec la doctrine, qui peuvent encore diffuser en formant d'autres cellules, qui peuvent revenir avec des instructions des commandements de Daesh, donc pour faire encore plus d'attentats. Et puis il y a une chose à laquelle... une hypothèse peut-être, c'est que dans les pays où ces personnes vont retourner, même s'ils ne continuent pas dans le djihad, nous allons les voir évoluer dans les bandes criminelles. Parce qu'on avait assisté à un recrutement des extrémistes dans le milieu de la criminalité, et peut-être que maintenant, on va assister au contraire. Ce sont les bandes criminelles qui vont recruter dans les anciens combattants. Ces anciens combattants sont entraînés pour vivre dans la clandestinité. Ils sont entraînés pour la violence. Ils sont entraînés pour le crime, pour le meurtre. Et donc je crois que même les bandes mafieuses vont essayer de recruter dans ces gens qui sont déjà entraînés. Mais les terroristes risquent de muter ou bien de revenir à leur origine. La plupart d'entre eux ont été recrutés dans des bandes criminelles, dans le crime. Et cela peut peut-être constituer la vraie menace qui est l'hybridation entre le terrorisme et le crime organisé. Dans le Sahel, si on observe, il y a deux axes d'évolution. Quand l'ancien GSPC algérien avait été sous les coups de boutoir de l'armée algérienne, obligé d'aller vers le sud, il s'est installé dans une toute petite bande du Mali. Donc évolution géographique, il va du nord vers le sud. Donc, de la région de Tombouctou, Kidal, Gaou, nous sommes en train d'aller vers le Liptako-Gourma. Et d'ailleurs, l'attentat du Grand Bassam nous montre cette tendance vers le sud. C'est-à-dire que les pays d'Afrique de l'Ouest, les pays au sud du Mali, à mon avis, sont également menacés par cette évolution vers le sud. Le deuxième axe d'évolution est celui si vous voulez, de l'identité même de ce terrorisme. Au début, nous avions des émirs algériens et des combattants algériens qui sont descendus d'Algérie vers le sud. Ensuite, nous avons vu des recrutements parmi les autochtones, parmi la population du Sahel. Et nous avons vu continuer des émirs algériens, mais avec des combattants de plus en plus sahéliens. Aujourd'hui, nous sommes dans un terrorisme presque approprié par les autochtones. Nous sommes aujourd'hui, si on prend Ansar al-Islam ou al-Muslimoun, nous sommes vraiment ou bien le Front de libération de Massina, eh bien nous sommes dans des émirs sahéliens, des combattants sahéliens, et là je crois que c'est là où réside le problème, c'est que les autochtones ça devient un terrorisme sahélien, vraiment sahélien. L'autre tendance aussi, c'est que nous commençons à voir apparaître le mot Afrique de l'Ouest. On avait AQMI, qui était Al-Qaïda au Maghreb islamique. Aujourd'hui, par exemple, le Morabiton s'appelle Al-Morabiton Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest. Et donc, l'objectif change aussi, ce qui fait peser la menace sur les pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest tout entière, qui devient une cible, d'autant plus que si on prend le terrorisme du Sahel, c'est-à-dire celui du Mali, et si on voit la possible jonction
avec Boko Haram qui est en train d'évoluer aujourd'hui dans la région du lac Tchad, eh bien là, nous allons avoir un grand territoire menacé par le terrorisme. Oui, cette coopération dépend d'abord d'une communauté de perception. Je n'ai pas l'impression aujourd'hui que l'ensemble des pays perçoivent la menace de la même manière. Et donc, nous n'arrivons pas encore à avoir cette solidarité devant la menace. Certains pays qui ne sont pas touchés croient qu'ils ne seront pas touchés. Et donc, à mon avis, ne donnent pas ce qu'il faudrait vraiment donner. Parce que si vous prenez... Aujourd'hui, par exemple, il y a le G5 Sahel qui est créé. Moi, je me demande pourquoi le G5 Sahel. Parce qu'il y a déjà deux entités qui sont là sur place, ce sont l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Parce que G5 Sahel, c'est quoi? G5 Sahel, ce sont deux États d'Afrique de l'Ouest, deux États de l'Afrique centrale et un pays, disons, qui fait partie de l'UMA. Et donc, si on s'appuyait déjà sur l'Afrique de l'Ouest avec une bonne perception de la menace, sur l'Afrique centrale avec une bonne perception de la menace, là je crois qu'on va cerner. D'autant plus que la menace est en train de descendre aussi en Afrique centrale. Aujourd'hui, le problème d'Afrique centrale, aujourd'hui la déstabilisation de l'Afrique centrale fait de ce pays-là peut-être un foyer futur pour le terrorisme. D'autant plus qu'il est cerné aussi bien par Boko Haram et il fait également l'ambition de toutes les organisations terroristes du Sahel.